monsieur. Bonjour, bienvenue sur Actu Matin. Il n'y a que le Bénin à faire rapatrier ses ressortissants égarés en Tunisie hier. On en parle ce matin à deux étapes. D'abord avec notre invité, Charlemagne Bonquet, écrivain spécialiste des questions de l'éducation. Avec lui, on va passer en revue la politique possible de réinsertion de ces jeunes retournés au bercail, aux portes même de leur rêve. Et puis, lors du débat, on va aussi l'évoquer, notamment avec les débatteurs. On parlera donc de ces retours de ces migrants clandestins. Quelle politique de prise en charge? On fera le tour d'horizon aussi des causes et conséquences de ce phénomène. On verra bien ce qui a bien pu pousser le Bénin à se retrouver parmi ces nations dont les ressortissants perdent la vie dans la Méditerranée. Nous sommes mercredi. Quand on est mercredi, rendez-vous avec Économie et Clément Tchadé nous propose d'aller découvrir ce point des experts au sujet, je dois dire, des projets, programmes en cours d'exécution au Bénin en partenariat avec l'UEMOA. On examinera ensemble donc tout cela avec Clément Tchadé. N'oubliez pas, rendez-vous avec Franck Aounou pour ce que je ne comprends pas. Bienvenue à tous. On va venir à la une des journaux avec Fraternité ce matin. Démantèlement de ghettos et vente illégale des intrants agricoles. La police sévit. Cotonou et Malanville au cœur des opérations éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Le Nigeria privé de Victor Osimhen contre le Bénin. Et puis, harmonisation des programmes et reconnaissance mutuelle des qualifications. La CEDEAO joue sa partition à Cotonou. Et puis Gabon, je n'ai pas dirigé ce pays seul. Se défend le président déchu Ali Bongo dans Jeune Afrique. Maté libre, tournée gouvernementale, ça commence mal pour Rumpati. Accorder la nationalité aux afro-descendants de l'opportunisme touristique. C'est une question après le drame de Tunisie. 173 migrants de retour à Bercail, nous informe donc Matin Libre. Nous sommes avec le matinal maintenant, malgré la décision du gouvernement des boissons alcoolisées en sachet encore en circulation, a constaté le journal. Des cargaisons interceptées à Natitegu et à Bukumbe, selon les informations du journal. L'économiste maintenant, Lamboni Albert, à propos du nouveau cadre de partenariat entre le Bénin et le Togo, transformer ses financements en progrès tangible, conseil donc de l'expert. Et puis d'Abarou, changement opaque à Parakou, l'autorité du Mézimé, Chami défier les usagers, mise en danger. Nous sommes avec les 4 vérités à présent. De passage au Bénin pour aller au Niger, des milliers de voyageurs bloqués à Malanville. Le potentiel rituel et conflit autour de la sépulture d'un mort à Commun. Un féticheur arrêté, un douanier fâché à l'origine de la plainte. Éveil info, interdiction des boissons alcoolisées en sachet au Bénin. La chasse aux vendeurs a été lancée, nous apprend donc le journal Nord-Sud quotidien, crypto-monnaie, comment le Bénin régule l'activité contre les boissons alcoolisées en sachet. La guerre déclenchée dans l'Atakora. Libération, reddition de compte, les grandes réalisations du PAG exposées aux populations. La boussole, lancement de la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Paragraphe félicite le gouvernement pour ses efforts et demande plus. Bénin intelligent, Afrique subsaharienne, des démocraties sans démocrates, point d'interrogation. Décryptage info, partenariat stratégique, Kilfagas et l'AME. Pour un nouveau souffle à l'économie tchadienne. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Démantèlement de ghettos et vente illégale des intrants agricoles. La police républicaine sévit. Cotonou et Malanville au cœur des opérations. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le Nigeria privé de Victor Osimhen contre le Bénin.
harmonisation des programmes et reconnaissance mutuelle des qualifications. La CEDEAO joue sa partition. Et puis, Gabon, je n'ai pas dirigé ce pays seul, se défend le président déchu, Ali Bongo, dans Jeune Afrique. Et voilà donc ce qu'on peut retenir rapidement à la une des informations. Vous avez à l'intérieur de Fraternité plusieurs articles, hein, en tout cas, qui se succèdent dans la production du quotidien ce matin autour des activités de la police républicaine. À Cotonou, par exemple, la police a sévi et a démantelé des ghettos et saisi des produits illicites. Vous avez aussi qu'elle veille notamment, à lutter contre la vente illégale des intrants agricoles au Bénin. Fraternité vous propose aussi à ce sujet un article qui fait le point de la situation. Et puis pour contrôle de non-port de casque, notamment à Sebekodi, il n'y a que 2 policiers ont été acquittés dans une affaire qui aurait entraîné la mort d'un vieil homme. Vous vous souvenez, avec notamment ce soulèvement momentané des populations. Passons à la page 4 et vous avez l'actualité sportive avec déjà un premier groupe de joueurs, notamment de Guépard à Abidjan, avec des séances d'entraînement qui ont été lancées. C'est pour le match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Rwanda, par exemple, nous apprend donc le journal. Et vous avez bien d'autres détails contre le Nigeria. Le Bénin peut se réjouir d'une bonne nouvelle. En tout cas, la sélection nigériane sera sans Victor Osimhen. Son feu follet attaquant. On verra bien ce que ça pourrait donner. Et puis, Youssouf Assoba qui est en route pour la Belgique. L'ailier béninois veut donc changer de club, nous apprend le journal. En tout cas, on fera le point de l'actualité des sports avec Ali Moumouni tout à l'heure. Au plan africain, vous avez justement que Alassane Ouattara est candidat naturel du parti au pouvoir pour un 4e mandat. Et puis au Cameroun, la canicule qui sévit. Au Nigeria, à la page 9, vous avez d'autres détails, d'autres informations, notamment au plan africain. Et surtout, cette déclaration de l'ancien président gabonais, je n'ai pas dirigé ce pays tout seul, s'est-il défendu? Fraternité vous fait le point. Allez, maintenant, on va passer au bulletin de l'information avec Florence Moussa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Dernière semaine de visite des acteurs agricoles et leaders d'opinion de la zone industrielle de Glodjigbe. Plusieurs acteurs agricoles des communes du Nord du Bénin ont investi les locaux de la GDIZ ce lundi. Ils sont suivis d'autres acteurs agricoles venus de plusieurs autres communes du Sud Bénin. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de la 4e édition des Olympiades de mathématiques du concours d'art, oratoire et d'orthographe qui a pris fin samedi dernier à Djougou. Cette initiative du groupe Donga Débat Action vise à aiguiser l'appétit intellectuel des écoliers et élèves aussi bien dans les matières scientifiques que celles littéraires. Voici le bulletin. Allez, on va tout droit à Boumé-Calavi. Florence, dernière semaine de visite des acteurs agricoles et leaders d'opinion de la zone industrielle de Glodjigbe. Plusieurs acteurs agricoles des communes du nord du Bénin ont investi les locaux de la GDIZ ce lundi 27 mai 2024. Ils sont suivis d'autres acteurs agricoles des communes du sud du Bénin. Les détails avec Esther Tofa. Constituée d'une 40aine de personnes, une première vague d'acteurs agricoles a fait le tour des installations de la zone industrielle de Glodjigbe en cette matinée du lundi. Venus de Sinandé, Niki, Perere et Ndali, ils ont découvert au bout de quelques heures la transformation faite des matières premières au niveau des différentes usines de cajou, de soja et de coton. Désormais, notre pays aura une renommée internationale parce que tout ce qui est en train de produire ira vers l'extérieur. Je crois que tout le monde va courir maintenant désormais vers le Bénin pour pouvoir acquérir, acheter les produits que nous transformons et demander à nos frères producteurs que vraiment désormais nous avons intérêt à produire pour avoir de la matière première. Il ne sert à rien qu'on ait des usines et qu'on n'ait pas de la matière première pour pouvoir les transformer. Et je crois que c'est une grande fierté pour moi à travers ce que j'ai vu ce matin. On ne le croyait pas. Vraiment, je suis très épaté et je dis que le Bénin est dans la bonne voie. Il faut encourager ce truc-là et il faut encourager le chef de l'État pour avoir pensé, pour avoir cette vision-là pour le Bénin. Nos paysans en général
préfèrent amener leurs produits à l'extérieur parce qu'ils pensent que le prix est là-bas acceptable et intéressant. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, je pense que c'est mieux que nos paysans produisent pour nous pour vraiment garantir un emploi à nos enfants. La deuxième vague était quant à elle constituée de visiteurs venus de Soava et des 7 derniers arrondissements de Cotonou. Ça me plaît beaucoup et ça m'impressionne beaucoup de voir les choses qui sont produites à notre matière première. Je sais que le Bénin est au devant. Donc, nous allons repartir. On va essayer de nous mettre en travail par rapport à ce que nous avons vu. Il me manque de qualificatifs pour apprécier ce que j'ai vu de mes propres yeux. C'est à la télévision que je vois. Mais aujourd'hui, j'ai vu ça moi-même. C'est inédit. C'est formidable. Je suis né avant l'indépendance. Mais ce que je viens de voir cette fois-ci, c'est impensable. Je ne peux que dire bravo au président Talon. Initié par la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, SIPI, en partenariat avec la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, la visite prend fin cette semaine. Elle a pour but d'informer les acteurs agricoles et leaders d'opinion sur les activités de la GDIZ. Parlons à présent du projet sur les indicateurs du travail forcé PLIP. C'est le nouveau programme américain qui prend son envol au Bénin. Il est exécuté par l'ONG Vérité et ambitionne de fournir une meilleure compréhension des indicateurs du travail forcé et la traite des êtres humains afin de bâtir un monde de travail épanoui. Le projet est lancé ce mardi 28 mai 2024 à Cotonou en présence des acteurs du secteur public et privé ainsi que les syndicats et les membres de la société civile. Reportage. Après le Ghana et la Côte d'Ivoire, le Bénin adopte le projet sur les indicateurs du travail forcé. À travers ce programme, le gouvernement béninois et l'organisation non gouvernementale Vérité se proposent de fournir les connaissances et les outils nécessaires pour éliminer les abus les plus graves en matière de travail et de droits de l'homme. Les plus courants étant l'exploitation sexuelle, la prostitution forcée, l'esclavage y compris l'esclavage domestique. Cet état de choses a suscité un renforcement de la position des instances mondiales, nationales et internationales, garantes des droits et du bien-être de l'enfant, qui ont décidé d'agir pour réduire ce phénomène. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les activités de l'ONG Vérité, une organisation internationale de société civile à travers son projet d'indicateur du travail forcé, FLEP, entièrement financé par le ministère du Travail des États-Unis. Le programme sur les indicateurs du travail forcé vient accompagner le Bénin sur ses nombreux chantiers ouverts dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé sous toutes ses formes. Devant ces acteurs des secteurs publics et privés, les syndicats et les membres de la société civile, les composantes du projet ont été intégralement dévoilées. Le désir profond de Madame le ministre du Travail et de la fonction publique est de combattre ce phénomène d'exploitation économique des enfants et des personnes âgées. C'est pourquoi une série d'actions de grandes envergures soutenues par l'ONG Vérité seront mises en œuvre à titre expérimental au Bénin, à l'instar du Ghana et de la Côte d'Ivoire, afin d'assurer la pleine mobilisation des acteurs de la protection et des communautés à l'effet d'améliorer le contrôle des conditions de travail afin d'identifier des indicateurs objectivement vérifiables. Bâtir un monde où les gens travaillent dans des conditions sûres, équitables et légales, ainsi se résume l'objectif du projet sur les indicateurs du travail forcé. Pour y arriver, FLIP a développé des cours d'apprentissage en ligne afin de permettre aux décideurs et curieux de mieux comprendre le travail forcé et la traite des êtres humains.
Première section au titre de l'année 2024 de la commission thématique participation citoyenne du réseau des femmes élues locales d'Afrique chapitre du Bénin. Les membres du CREUSET se sont proposés de réfléchir lors de ces assises sur comment améliorer l'accès des femmes aux espaces de participation citoyenne dans les communes. Réunis dans la ville Carrefour pour 2 jours, les participants ont fait d'importantes propositions. Les détails dans nos prochaines éditions. Et pour l'instant, en tout cas, le bulletin se poursuit sur l'Actu Matin. Et on va sur maintenant cet élément sur la 4e édition des Olympiades de mathématiques du concours d'oratoire d'orthographe qui a pris fin. C'était samedi à Djougou. Cette initiative du groupe Donga Dega Action vise à aiguiser l'aptitude intellectuelle des écoliers élèves, aussi bien dans les matières scientifiques que celles littéraires. À la fin de cette finale, différents prix sont remis aux meilleurs qui ont fait parler leur talent. Nous allons suivre. La promotion de l'excellence en milieu scolaire, une préoccupation essentielle pour le groupe WhatsApp Donga Débat Action. Pour la 4e fois consécutive, il organise le concours des Olympiades de mathématiques, de l'art oratoire et des as de l'orthographe. À la finale de ce challenge, Abdul Manaf Dara précise les réelles motivations de cette démarche. Pourquoi le concours de mathématiques? Les mathématiques permettent de développer une pensée logique et critique, laquelle est essentielle dans la résolution des problèmes quotidiens et professionnels. Et tous les collèges de la commune de Djougou ne disposent pas d'une série scientifique à partir de la seconde. Pourquoi nous avons voulu organiser le concours de l'art oratoire? L'art oratoire permet d'abord de bien parler au public. Il permet de convaincre. Et lorsque vous maîtrisez cet art, beaucoup de portes vous sont ouvertes. Pourquoi nous avons voulu organiser l'orthographe au niveau du primaire? C'est permettre à nos enfants, dès le primaire, de cultiver la crédibilité. Le ballet des concurrents du primaire ouvre la finale de ce concours. Devant un jury assermenté, chaque candidat est soumis à l'épreuve de la graphie. Et par lui, ces mots s'écrivent, s'épellent. E accent aigu. P, A, R, N, U. À leur suite, ce sont les candidats en art oratoire qui ont planché sur le thème « Influence des réseaux sociaux sur l'éducation de la jeunesse africaine ». La jeunesse africaine s'adonne à la cyberpornographie. Les compétiteurs en mathématiques, quant à eux, ont composé hors du regard du public. L'initiative de Donga Débat Action est saluée par Baparapé de Djougou. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont décidé, qui depuis 2018 font ce travail. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. Que le Seigneur continue de bénir l'activité. Dans la catégorie As de l'orthographe, Radiatou Lambert Zato a défié les autres candidats et reçoit à cet effet une tablette et beaucoup d'autres prix. Dans la catégorie Art oratoire, Kadi Sevo a séduit les membres du jury à travers son argumentation sur le thème retenu. Il gagne un ordinateur portatif et bien d'autres lots. Du côté des mathématiques, c'est Waliat Kacho qui a réussi l'exploit. Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci beaucoup à vous, Florence Bossa, pour la présentation de ce bulletin d'information. Eh ben, c'est la petite fenêtre d'information sur Actu Matin. Cela s'appelle donc le bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, Florence. Merci beaucoup. Il y a d'autres rendez-vous dans la journée pour suivre les informations sur Canal 3 Bénin. Vous avez les éditions de 11h et de 16h. Ce sont les bulletins d'information aussi. Vous avez les grandes éditions, notamment à
13h, à 19h30 et à 22h30. Ce sont donc les grands rendez-vous de la journée pour vous permettre en tout cas de vous imprégner de l'actualité telle que relayée par les caméras et micros donc de Canal 3 à Bénin. Vous savez, c'est la meilleure chaîne en tout cas d'information à Cotonou, les informations les plus crédibles. Allez, on va poursuivre avec Actu Matin et je vous propose maintenant de recevoir notre invité ce matin. Ce matin, je reçois pour vous Charles Bokeh. Il est écrivain, spécialiste de l'éducation. Monsieur Bokeh, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on voie ensemble quel processus possible de réintégration sociale et éducative, de réinsertion éducative, pardon, de ces migrants. Il s'agit de ces 673 ressortissants béninois repêchés par le gouvernement du Bénin en Tunisie où ils étaient bloqués. Ceci après le drame survenu récemment, après le chavirement d'une barque sur les côtes du même pays. Le bilan est un peu lourd. Aujourd'hui, on compte parmi justement ces victimes-là, Charles Bokeh, des Béninois. C'est bien rare que cela arrive très souvent. Vous êtes écrivain, observateur de la vie de façon générale. Comment avez-vous accueilli cette information? Déjà, comme tout le monde, j'ai accueilli l'information avec consternation. D'habitude, on attend le nom des autres pays. Ouais. C'est l'une des premières fois qu'on attend le nom du Bénin, et ça a été une information officielle venant du ministère des Affaires étrangères. Donc déjà, on se dit, pour une fois, ça ne touche pas que les autres, ça nous touche personnellement aussi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces genres de cas les prochaines fois? Oui, mais c'est ça qui est très important. Il faut déjà se demander comment est-ce que ça a pu survenir. Qu'est-ce qui peut expliquer comme ça que le Bénin se retrouve, je dois dire, au cœur d'une actualité du genre? Bon, déjà, des facteurs que nous connaissons. Les facteurs que nous connaissons, le chômage élevé, l'envie de ces jeunes-là. Oui, mais le chômage, c'est pas aujourd'hui. Et pourquoi c'est aujourd'hui que ça commence? Ça a toujours existé, on est d'accord. Okay. Mais cette fois-ci, ces jeunes-là, ils se disent que l'issue favorable pour eux, peut-être, c'est de partir, comme le font d'autres qui traversent l'océan et qui ont une chance de réussir de l'autre côté. Ils se disent, même si c'est un taux minimal de ces gens-là qui font l'exercice de traverser l'océan, qui arrivent à s'en sortir, mais pourquoi pas eux? Donc c'est ce qui les conduit généralement à prendre le risque, et c'est un risque inouï pour leur vie également. C'est quand même curieux que des gens, malgré, je dois dire, les chances assez minimes et rétrécies de réussite, se décident quand même à aller au-devant de la mort comme ça. Comment est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous pouvez comprendre un enfant déterminé à aller au-devant de la mort comme ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans, je dois dire, le processus d'éducation de cet enfant-là? Je ne reproche rien aux parents. Parce que je me dis, face à la faim, face au dénuement, généralement l'éducation, ça recule. Les valeurs intrinsèques, ça recule. Alors, le seul combat, ou bien la seule chose qui tient à cœur, c'est de tenter sa chance et d'y arriver. Mais parfois, il manque d'informations à ces jeunes-là qui prennent le risque. Okay. Et par manque d'informations, les seuls qui leur donnent l'information, c'est peut-être des gens qui, pour des besoins d'argent, ou bien pour des besoins de les accompagner, ou bien de les convaincre à faire le processus, leur donne les moyens, et c'est souvent l'information erronée. Et ça les conduit généralement à la mort ou au dénuement. Oh, mais on sait que ces genres de jeunes, à cette étape, c'est des personnes suffisamment décidées, suffisamment engagées. Est-ce que le choix du Bénin ou du gouvernement du Bénin de les faire revenir, en tout cas les survivants, de les faire revenir au Bénin est un choix idéal? Déjà, il faut féliciter l'État d'avoir fait cet exercice-là, de les faire revenir. Maintenant, les personnes qui sont revenues, je dis et je précise, parce que les articles l'ont bien dit, c'est des volontaires. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont là-bas et qui sont des Béninois et qui n'ont pas voulu rentrer. Donc déjà, on remercie ou bien on félicite ces jeunes-là qui ont décidé volontairement de rentrer. Maintenant qu'ils sont sur le territoire national, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les accompagner? Je précise qu'ils n'ont plus rien. Je précise également que c'est des gens qui, psychologiquement, ne seront pas acceptés du jour au lendemain. Donc c'est un travail qui doit se faire un peu partout, les ONG, les familles, parce que c'est le moment aussi d'implorer les familles de ne pas les rejeter. Parce que la famille peut rejeter son enfant? Non, pas l'enfant, mais celui qui a fait cet exercice et qui revient, dans les premiers jours, psychologiquement, on va voir des réactions et des comportements qui vont
peut-être friser ou bien qui vont peut-être pousser les gens à penser que bon, ils ne sont plus de notre monde. C'est psychologique, vous comprenez? Mais l'exercice à faire, c'est de les accompagner. Et je demande à tout le monde de le faire pour que d'ici là, ils puissent se retrouver chez eux, comprendre que le fait d'avoir pris la décision de rentrer est déjà un fait important et c'est pour leur propre sécurité. Et ensuite, l'insertion, le problème de l'insertion, ça revient. Les anciens diront, ben, nous, on n'a pas encore trouvé une place et les nouveaux vont trouver. Ce n'est pas là le problème. Chacun a sa chance de réussir. Et il faut trouver le moyen, soit c'est le mentorat, soit c'est peut-être la direction qui s'occupe de ça, l'ANPE, qui trouve un moyen de les former à nouveau et de leur faire des propositions de réinsertion à travers d'autres, peut-être des formations professionnelles. C'est ce que je propose. Oui, mais ça va être un peu difficile, non? D'abord parce que ce sont des gens de certain âge déjà et qui ont peut-être pas appris grand-chose, qui relativement n'ont pas un niveau d'instruction assez élevé. Est-ce que le processus, comme vous le dites, de réinsertion professionnelle ne sera pas un peu plus compliqué à leur niveau? Je ne voudrais pas les sous-estimer. Je voudrais partir de là. Je ne voudrais pas les sous-estimer parce que j'ai eu le temps de voir des commentaires, de voir des documentaires où ces gens-là sont parfois des gens très lettrés, mais qui sont dans le dénouement total et qui trouvent que l'issue pour eux de réussir, c'est de partir. Ceux-là, on les met de côté. Mais le reste, je dis et je répète, c'est la réinsertion professionnelle. La réinsertion professionnelle, c'est qui, à un moment donné, il faut dire, à cause de mon âge, il n'y a pas un boulot que je dois faire pour ne pas m'en sortir. Alors, les boulots sont là, les formations sont là. C'est à eux de prendre le courage à deux bras, de faire l'exercice et d'accepter la réinsertion maintenant. On sait que dans la plupart, dans souvent les cas, c'est les familles elles-mêmes qui poussent l'enfant sur cette route-là face à une famille qui attend que cet enfant devienne son espoir, et son retour en tout cas, et que cela se termine comme ça. Ce n'est pas évident qu'il soit bien accueilli au sein de la famille. Et je l'ai dit tout à l'heure, ils ne seront pas bien accueillis, mais c'est à nous, en tant que, je parle des canaux de l'information ou de contact avec ces gens-là, de leur faire comprendre en fait que la famille doit les accueillir d'abord pour avoir... Ils ont vécu des choses que vous ne comprenez pas. Oui. Partir dans un pays où vous ne connaissez peut-être personne, dans un seul but de traverser l'océan pour avoir une vie meilleure. C'est le moment de trouver le moyen, de trouver les moyens, je veux insister dessus, pour leur faire comprendre que le bonheur est peut-être ici aussi. Une cellule d'écoute, d'accompagnement du gouvernement, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée aussi? Je suppose que c'est déjà fait, parce que hier, j'ai cru comprendre qu'ils ont rencontré une cellule du ministère des Affaires étrangères. C'est sûr qu'ils ne vont pas s'arrêter à bonne arrivée, non. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont se faire, les écoutes, la réorientation peut-être, et des exercices pour leur permettre de s'en sortir aussi. C'est ce qui est très important à mon avis. Et aussi que les jeunes qui sont revenus comme ça doivent se convaincre de leur utilité encore sur place, parce que généralement, quand ils s'en vont là-bas, quand ils prennent ce chemin et que cela ne présente pas d'issue et qu'ils reviennent, cela est pour eux comme un réel échec. Un échec, oui. Un réel échec, d'accord. Mais tout est encore possible. Le plus important, c'est de se reprendre en main et de dire... je peux réussir à nouveau, je peux rentrer dans le système à nouveau, avoir un travail et m'en sortir à nouveau. Qu'est-ce qui peut expliquer que certaines personnes parmi eux refusent de rentrer à cette occasion-là? C'est le dénouement toujours, la honte de se retrouver au pays, parce qu'on a peut-être fait croire à un moment donné à tout son entourage qu'on est parti pour l'Europe, et qu'en fait on n'est pas en Europe, qu'on est toujours en Afrique. Ce n'est pas une fin en soi. L'Afrique a des choses à offrir, donc... Il faut prendre le risque. Peut-on arriver au bout de ce phénomène de l'immigration clandestine? Je doute fort parce que je le dis, face à la fin, face au dénouement, face au départ d'être une meilleure personne, il n'y a rien qui puisse changer la donne en fait. Ce qui peut changer la donne, c'est peut-être la communication à la base et peut-être, je pense, des moyens forts pour dissuader les jeunes qui veulent partir. Parce qu'ils vont partir. Et ça ne se fait pas seulement au Bénin, c'est dans tous les pays de la sous-région. Vous pensez à des moyens forts de communication, vous pensez à quoi? Parce que tant qu'on présentera l'Europe comme, l'Occident comme la meilleure partie du monde où on obtient facilement un job, où on est payé à des millions de francs CFA à la fin du mois, où tout est OK et automatisé, et tout est simplifié, etc. Ce n'est pas évident qu'il y ait un moyen de communication qui convainc. Oui, et c'est là où on revient avec les réseaux sociaux. Où je donne l'exemple le plus palpable, c'est TikTok qui montre des gens qui ont réussi là-bas,
mais c'est parfois du bubble, parfois c'est n'importe quoi. J'ai eu l'expérience où j'ai eu la chance de voir, en fait, dans un environnement où j'ai vu un TikToker qui vit en Europe et qui montre le rêve à tous les jeunes, en fait, qui n'était que dans ce que j'appelle une vie basique de l'autre côté, en fait. Donc, il faut à un moment donné faire comprendre à ces jeunes-là que ce que vous voyez sur ces réseaux-là, c'est toujours pas la vérité et que on vous vend parfois du rêve et ce rêve-là n'existe pas parce que à vouloir faire l'exercice, à vouloir traverser l'océan de cette façon, vous rendez les parents ou l'environnement qui vous entoure malade ou pauvre ou peut-être avec des soucis parce que personne n'a envie de perdre son enfant. Absolument. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Voilà. Donc, il faut passer par ces moyens-là pour passer la communication aussi. Parce que je dis, le moyen qui sert à ces jeunes-là à avoir un rêve faux, le même moyen peut être utilisé pour leur faire comprendre que, bon, ce que vous voyez, c'est du bumbling, c'est n'importe quoi. Oui, mais vous êtes spécialiste de l'éducation, qu'est-ce qui peut expliquer ce jeune ou l'amener à montrer en réalité ce qu'il n'est pas? C'est-à-dire qu'il montre qu'il a réussi, qu'il a tout à sa disposition, alors qu'en réalité, il est dans une souffrance aiguë. Oui, d'abord, j'estime que c'est un manque de confiance en soi. Parce que j'estime que si tu as la vie que tu veux et que la vie que tu mérites, tu n'as pas à le vendre sur un réseau social, en fait. Ça, c'est important. Alors, ceux à qui tu vends ce monde-là, généralement, ils ne reçoivent pas ça de la façon dont il faut. C'est pour ça que je dis, nos jeunes qui sont dans nos villages aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce qui se passe de l'autre côté. On leur vend un rêve qui n'existe pas. Et c'est à nous autres de trouver les moyens à travers l'orientation peut-être, à travers les médias aussi, pour leur faire comprendre que rester parfois c'est mieux. Rester c'est mieux d'ailleurs parce qu'on est mieux que chez soi. Vous êtes d'accord avec moi? Donc tout tourne autour de là. Tout tourne autour de là. Oh, mais quand on dit rester ou bien on est mieux que chez soi, ça fait sourire beaucoup de jeunes. Hein? On est mieux que chez soi, mais pas dans la galère continuelle. On n'est pas mieux chez soi comme dans un destin de dénuement total jusqu'à la mort. Quand la personne est convaincue qu'il n'aura jamais une très bonne vie toute sa vie durant. J'ai dit à l'entame de mes commentaires que face à la faim, face au dénuement, les jeunes parfois n'ont autre choix que de partir. Et c'est là où on interpelle l'État central. C'est vrai, l'État ne fera pas tout pour nous, mais c'est de trouver des canaux pour amplifier la communication sur les potentialités qu'il y a chez nous ici. Parfois, les jeunes, c'est pas manque d'informations qui se disent que la meilleure façon de vivre, c'est de partir de l'autre côté. Et généralement, quand ils y vont, c'est pour faire les boulots basiques, je le dis. C'est pour faire travailler la rue ou autre là. Les spécialistes qui partent, ils ne partent pas à la mer, justement. Donc, ceux qui partent pas à la mer, la plupart du temps, pendant un bon bout de temps, ils vont rester sans emploi, ils vont rester sans papier. Et nous savons ce que ça veut dire être sans papier dans un pays qui n'est pas le nôtre, où on peut t'attraper à tout moment et te rapatrier par l'avion. Donc, il faut qu'ils aient aussi ces informations-là pour comprendre que oui, ceux qui prennent le risque de partir, c'est pas toujours favorable pour eux de partir. C'est un paradoxe, hein, quand on voit un peu l'histoire, nos parents, nos grands-parents qui avaient l'occasion d'aller étudier en Europe, avaient rêvé de rentrer chez eux, construire leur pays. Ils sont rentrés massivement d'ailleurs, parfois même en délaissant des opportunités inouïes là-bas, de rémunération et d'emploi sur place pour rentrer chez eux. Et maintenant, la jeunesse qui, elle, décide de partir, parfois même au prix de leur vie. On a l'impression que c'est un paradoxe à travers l'histoire. Et si on doit même remonter un peu plus loin, la traite négrière où les ancêtres avaient fondamentalement refusé de partir, on les a forcés à partir. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui se forcent à partir. C'est quand même un paradoxe à travers l'histoire. Est-ce que c'est un paradoxe? Je pense plutôt que c'est un changement de paradigme. Ok. Dans ces années dont vous parlez, où les aînés rentraient, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont compris qu'il y a un besoin crucial de travail au Bénin et qui, peut-être s'ils rentraient, ils allaient contribuer à la construction de leur nation. Aujourd'hui, on estime que, je le dis et je répète souvent, c'est le taux de chômage très élevé et la mauvaise orientation. Quand je dis mauvaise orientation, il y a une masse d'étudiants qui vont étudier des choses qui ne seront pas forcément utiles à la nation. Et quand ils se retrouvent dans ce carcan et quand ils finissent les études, l'emploi n'y est pas. Et du coup, ça pose le problème de partir à un moment donné. Parce qu'on se dit, j'ai tout fait, j'ai fait tout pour réussir, j'ai fait tout pour m'insérer dans le système sur place, ça n'a pas marché. Et peut-être, l'idéal pour moi, c'est de partir. Parce que si je reste, je suis convaincu que je vais mourir dans les prochains jours de faim. Et c'est face à ce dénouement-là que ces jeunes-là, ils partent. Et c'est là où il faut travailler.
revoir l'insertion professionnelle, revoir l'orientation à la base, créer un système favorable à ces jeunes-là pour que, pourquoi pas, s'ils peuvent rester, ils vont rester. Et aujourd'hui, la solution qui est trouvée, c'est l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat ne peut pas absorber tout le monde. Donc, il y a assez de facteurs. Et tout le monde ne peut pas entreprendre, hein, parce que c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Mais on peut créer un terrain favorable pour permettre à d'autres d'entreprendre, pour permettre à d'autres de se faire employer et permettre aussi à d'autres de créer des emplois nouveaux. J'ai l'impression qu'on limite tout à l'existentiel ou au matériel, à la vie matérielle. Alors que, est-ce que quelque part ça ne va pas un peu au-delà? Par exemple, la distance que nous prenons de plus en plus avec notre patrie, le sentiment qui se ramollit entre nous et notre pays. Et c'est là où il faut réapprendre à nos jeunes le patriotisme. Ça nous fait défaut, je le dis parce que je suis jeune, et je pense que l'idéal, déjà pour nos aînés, c'est de trouver le moyen, ou bien les moyens de nous faire comprendre en fait que ici, on est mieux que chez soi et qu'il faut travailler à impacter la jeunesse en faisant des choses qui puissent leur dire nous sommes des modèles de réussite et tout ce qui est à faire, c'est de le faire pour la patrie d'abord. Si l'Asie en général s'est développée, c'est parce qu'à un moment donné, on a compris que le patriotisme est le fondement, est la base fondamentale pour créer le levier de réussite pour les jeunes en fait. Charlemagne Bonké, merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup. Je rappelle que Charlemagne Bonké est écrivain, il est spécialiste des questions de l'éducation. On parlait un peu de la situation de ces migrants à rentrer au Bercail hier. Ils sont 173 que le gouvernement a décidé de faire entrer au pays. Mesdames et messieurs, on va faire les sports maintenant. Ali Bouboni, bonjour. Bonjour Tanguy. On va parler football, on va s'intéresser surtout à cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le monde du football donc et sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'embrouille entre la Fédération camerounaise de la discipline et le ministère chargé des sports après la nomination d'un sélectionneur par le ministère. Il était prévu hier une rencontre avec le bureau dirigeant de la fédération, mais cela très vite dégénéré. On a vu le président de la FECAFOOT s'en prendre assez violemment à Marc Brice, le tout nouvel entraîneur choisi par le ministère. Oui, justement, Tanguy, le sélectionneur du Cameroun, Marc Brice, a été convoqué hier donc, au siège de la Fédération camerounaise de football afin de participer à une séance de travail. C'était donc l'occasion pour le technicien belge nommé par le ministère des Sports de rencontrer enfin pour la première fois Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football et son équipe. Mais comme vous l'avez dit, la rencontre a tourné court et elle n'a duré que 3 minutes avec des échanges assez poignants entre le président de la Fédération, le conseiller technique du ministre des Sports, Cyril Tolo, et bien entendu le sélectionneur. Je vous propose ici un extrait de la scène qui s'est déroulée au siège de la FECAFOOT. Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter mon prière. Je ne le fais pas. Vous m'avez l'entendre de faire. Ne le faites pas de ici. Vous m'avez pas de respect, mais. On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte. Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec mon collaborateur? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Vous allez venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Très bien, merci. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Mais le président, c'est comme vous Monsieur pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever. C'est la dernière fois. Monsieur appelez-moi la sécurité, vous me mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous. Non, non, non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus,
Restez ici. Le 2 mois que je suis ici. Où étais-tu? Je suis le président. Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très grand joueur. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Allez, vous l'aurez constaté, hein, c'est un nouvel échec du processus de réconciliation, je dirais tout simplement, après donc les multiples rebondissements Tanguy. Oui, c'est assez ubuesque entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et le tout nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, pardon. Oui. Sur ces images-là, après ces échanges houleux, la FECAFOOT a publié un communiqué dans lequel il rappelle les faits. Oui, Tanguy, ils sont au total 5 faits majeurs que la Fédération camerounaise de football reproche donc au nouvel entraîneur de l'équipe nationale. Dans un communiqué, on peut lire, entre autres, je cite, le refus de manifester d'assister à la première séance de travail organisée par le secrétariat général le 10 mai 2024, la publication des listes des joueurs et organisations d'une conférence de presse en violation des procédures de la FECAFOOT. 3. Le refus de communiquer son programme d'entraînement. 4. La prise d'initiative de travail isolé, la divulgation d'informations sur le joueur à des tierces et aux médias sans accord préalable de la FECAFOOT. La non-communication en 5e position, donc dans le délai de la liste définitive des joueurs retenus pour les rencontres suscitées. Et donc, ce sont ces comportements donc, que la fédération refuse d'accepter donc, de la part du nouveau sélectionneur de cette formation, M. Brice, et donc M. Brice et Sassina qui ont quitté la salle hier, ils n'ont pas pu donc assister à cette séance. Eu égard donc à ce qui précède, dit le communiqué, au vu des délais qui leur sont imposés et les tests pour assurer une bonne tenue des rencontres, des prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde, le comité d'urgence de la FECAFOOT se réunira dans les brefs délais. Tanguy. Allez, pendant ce temps, il faut dire que la Fédération équato-guinéenne de football, quant à elle, est sanctionnée par la commission de discipline de la FIFA ainsi que le joueur Emilio Nsoué Lopez. Vous vous rappelez bien sûr de ce joueur lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il avait terminé meilleur buteur de la compétition. Ensuite, ce bref résumé sur les raisons de cette sanction. La commission de discipline de la FIFA a rendu son verdict le 24 mai dernier. Et cette décision concerne la procédure ouverte contre la Fédération équato-guinéenne de football et le joueur Emilio Nsoué Lopez, portant sur la participation de ce dernier à plusieurs matchs de l'équipe nationale de la Guinée équatoriale, notamment 2 rencontres de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, bien qu'il soit inéligible. Après étude des éléments présentés comme preuve, la commission de discipline de la FIFA a établi l'inéligibilité du joueur pour les 2 matchs, à savoir Guinée équatoriale-Namibie et Libéria-Guinée équatoriale, respectivement disputés les 15 et 20 novembre 2023. Et donc, qu'elle déclare comme perdu par forfait par la Guinée équatoriale sur un score de 3-0. Allez, et donc la Fédération équato-guinéenne de football et le joueur Emilio Nsoué écopent également d'autres sanctions, à savoir une amende de 150 000 francs suisses et donc 6 mois d'interdiction pour le joueur Emilio Nsoué Lopez de représenter une quelconque fédération de football. Tanguy. Allez, Ali Moumouni, on va faire le tour maintenant au Ghana et on va parler des jeunes frères, de ces internationaux. On va parler du tournoi UFOA de la zone B d'un moins de 17 ans.
Et puis c'est pardon, si c'était seulement le Bénin, le Burkina qui est sacré champion. Oui, Tanguy, le Burkina Faso a été impressionnante au cours de cette compétition. On se rappelle donc de sa première sortie face au Nigeria, Tanguy. Et donc, cette finale opposait donc la formation burkinabèse face à l'équipe ivoirienne. Et à l'arrivée, il faut noter donc qu'à la 26e minute de jeu, vous le verrez tout à l'heure sur cette entrée de touche, le Burkina Faso va ouvrir le score grâce à Tapsoba. Il s'agit bien sûr de ce jeune joueur Achraf Tapsoba. Regardez. Donc, premier but, mais la joie des Burkinabés n'aura pas duré assez longtemps puisque la Côte d'Ivoire va revenir au score seulement 3 minutes plus tard, à la 29e minute, égalisation sur cette action. Après le coup de pied arrêté, il a fallu donc attendre la seconde période de cette explication pour voir le Burkina Faso reprendre l'avance avec le doublé donc du jeune Achraf Tapsoba. Également, vous le verrez sur cette action. Tanguy, une très belle frappe, mais la faute de main du gardien qui permet donc au Burkina Faso de prendre l'avance et puis entrer en jeu donc en fin de rencontre. Ce sera donc le tour du jeune Shérif de porter l'estocade à la 88e minute. Shérif Sawadogo, vous voyez le chef-d'œuvre, le montant entrant et puis ça trouve directement le fond des filets. Le Burkina Faso s'impose à l'arrivée 3-1 et remporte donc son premier titre donc de la région UFOA B du tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Il faut préciser que le Burkina Faso était également finaliste, c'était en 2022. Il y a eu la cérémonie de remise des trophées qui a pris par là le Burkina Faso qui remporte la Coupe Tanguy. Cette coupe-là, elle est jolie. Elle est jolie. Elle est intéressante. Vous êtes sûr? Évidemment, écoutez, c'est jamais venu au Bénin, donc elle est jolie. Elle est jolie, ok, d'accord, elle est jolie. Ouais. Et donc le Burkina Faso remporte donc champion de la zone B de l'UFOA et donc ils vont représenter la zone à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et ce sera également accompagné de la Côte d'Ivoire qui est également qualifiée pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. On fait le point donc rapidement des rencontres disputées hier. Après donc avant donc cette finale, il y a eu le match de classement qui a été disputé donc entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Sur le tableau qui s'affiche sur vos écrans, vous verrez bien sûr, c'est le Nigeria qui a terminé 3e de la compétition en s'imposant au pays hôte 3-2. Il faut dire tout simplement que le Ghana avait le vent en poupe au début de la compétition, malheureusement. Ce n'est pas allé jusqu'à la fin, Tanguy. Allez, on va faire les infos pêle-mêle maintenant. Oui, infos pêle-mêle pour finir donc avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Bénin affrontera le Nigeria donc le 10 juin prochain, mais pour, je dirais, bonne nouvelle, peut-être sans nouvelle, comme on le dit habituellement, Tanguy. Et donc, Victor Osimhen, l'attaquant nigérian de Naples, sera absent pour cette explication. Il ne disputera pas les prochaines rencontres de son pays. Victor Osimhen est blessé et donc pour les 2 rencontres comme temps pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. D'abord contre l'Afrique du Sud le 7 juin, ce sera en déplacement, à domicile, et puis en déplacement en Côte d'Ivoire pour affronter le Bénin. Osimhen sera absent pour 4 semaines, mais la Fédération nigériane de football qui a annoncé donc la blessure du joueur n'a pas précisé l'état de sa blessure. Il sera remplacé donc par un défenseur. Il s'agit bien sûr du latéral gauche de Nugu Rangers qui a été préféré par le sélectionneur George Finidi, et donc ce sera le joueur de Nugu Rangers qui va disputer, donc qui va remplacer Victor Osimhen pour ces prochaines journées FIFA, donc comme pour les éliminatoires bien entendu. Jude Bellingham a été élu meilleur joueur de la saison du championnat espagnol de la Liga saison 2023-2024. Tanguy, vous le voyez sur les images, le jeune joueur anglais de 20 ans qui a quitté la saison dernière Borussia Dortmund pour le club, je dirais, madrilène, donc a été sélectionné, comme je le disais, comme meilleur joueur de cette saison. Il faut préciser que pour Jude Bellingham, donc avec la sélection du Real Madrid, ça fait déjà 20 buts inscrits pour cette saison, je dirais, et 22 buts inscrits pour 38 matchs, et puis 8 passes décisives qui ont été délivrées par le jeune joueur. Enfin, un grand rendez-vous à prendre en attendant le plus grand rendez-vous de la fin de la semaine. Ce sera la finale de la Ligue des Champions. Mais en attendant, ce soir, on peut déjà assister à la finale de la Ligue Europa Conférence. Rendez-vous donc à partir de 20h pour cette explication ultime entre Olympiakos et Fiorentina.
Tanguy, voici cette affiche qu'il faut, ce rendez-vous à prendre. En attendant donc la finale de la Coupe aux Grandes Oreilles prévue pour le 1er juin prochain. Ce sera le samedi. Merci beaucoup Ali Moumouni pour toutes ces informations ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci Tanguy. À demain. À demain. Mesdames et messieurs, on va faire la transition pour revenir ici rapidement, vous proposer l'élément sur l'économie proposé par Clément Tchadé. Voici la rubrique économie ce matin. Allez, on va parler un peu de la revue des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au Bénin qui sont passés au scanner. La semaine écoulée, les experts de cette communauté économique accompagnés du président de la commission étaient à Cotonou pour évaluer la mise en œuvre des dites réformes au pays. Que retenir? Je dois lire des grandes conclusions de cette rencontre aux multiples enjeux. Clément Tchadé et Eder Ouprévi sont allés chercher. Le bilan de mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires au Bénin est passé en revue par la commission de l'UEMOA. 6 mois après la rencontre entre les ministères sectoriels et les structures nationales en charge de la mise en œuvre, ainsi que la délégation technique de l'organisation sous-régionale, Cotonou accueille en mai 2024 la bonne nouvelle avec les résultats de l'évaluation du Bénin. Le Bénin veut être un des meilleurs élèves de l'intégration économique dans la sous-région. Cela, dans la construction communautaire, nous avons été partis de cette construction depuis le début. Aujourd'hui, la Commission célèbre ses 30 années d'anniversaire. Nous avons été là également au moment de la construction de cette Commission et de la relance de l'intégration économique avec cela. Et nous voulons, pour finir, que cette construction que nous faisons en Afrique de l'Ouest soit et qui est avancée, qui est la plus avancée dans toute l'Afrique, je veux le dire de la manière la plus forte, nous voulons qu'elle continue de progresser au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et bien sûr au-delà. Cette 9e édition de la revue constitue pour le Bénin et l'UEMOA un vecteur pour l'approfondissement du processus d'intégration économique de l'Union sous-régionale, visant la construction et l'émergence d'un nouveau marché commun. Nous avons procédé à la revue politique ce matin et qui a été une revue que nous pouvons considérer comme concluante. Concluante dans la mesure où nous avons noté des progrès très importants dans tous les secteurs d'évaluation définis dans le cadre de cette revue. Comme l'a rappelé monsieur le ministre d'État, aussi bien dans le domaine de la gouvernance et de la convergence, dans le domaine du marché commun et des réformes sectorielles. Et cela est d'autant plus important que le seuil, en tout cas, qui est considéré comme satisfaisant, a été franchi de plus de 2 points de pourcentage. Donc je pense que cela est très satisfaisant pour nous. Et ce que nous notons particulièrement au-delà de ces résultats ponctuels, c'est l'engagement des autorités à aller plus en avant dans le processus d'intégration. Le ministre d'État l'a réaffirmé, les ministres qui ont pris la parole l'ont réaffirmé et ils nous ont indiqué même des textes qui sont prêts et qui seront soumis très prochainement au niveau des instances de validation. Donc nous avons bon espoir qu'à la prochaine revue, ce n'est pas seulement un bon espoir, nous avons presque la certitude qu'à la prochaine revue, on aura des taux de réalisation beaucoup plus importants, beaucoup plus élevés pour le Bénin. Par cette nouvelle forme d'évaluation basée sur des approches techniques et mesurant l'impact réel des politiques, l'UEMOA entend ainsi mieux apprécier la contribution de ces réformes au développement socio-économique des États, mais aussi leur influence sur l'intégration des 8 pays membres. L'appropriation des réformes communautaires de l'UEMOA au Bénin relève avant tout des compétences et responsabilités des institutions et ministères qui sont chargés de les intégrer dans l'arsenal juridique et réglementaire de notre pays. Nous faisons un point d'honneur à ces exercices de transposition, Monsieur le Président. À l'issue de cette évaluation, il ressort qu'en 2023, le Bénin a progressé de 3 points avec un taux satisfaisant de mise en œuvre des réformes à hauteur de 72,8%. C'est une occasion pour moi aussi de noter toute la satisfaction de la
commission de l'UEMOA par rapport aux performances macroéconomiques du Bénin. Le Bénin, depuis quelques années, malgré les chocs que nous avons connus, affiche des performances macroéconomiques qui sont à saluer. Sur l'année 2023, l'année 2024, déjà les perspectives sont très bonnes. Sur 2024, on est à plus de 6% de taux de croissance, un taux d'inflation maîtrisé, ce qui est historique au Bénin. En matière de taux d'inflation, c'est l'un des pays qui a les taux d'inflation les plus bas dans notre espace communautaire et nous saluons. C'est un élément fondamental pour la compétitivité d'une économie et pour la compétitivité de notre Union. Le taux d'endettement également est en train d'être maîtrisé et sous contrôle. Le déficit budgétaire est en baisse. Donc je pense que tous ces indicateurs réunis, combinés aux performances réalisées par le Bénin dans le domaine du développement économique de façon générale, nous ne pouvons que nous en satisfaire et encore une fois marquer toute notre satisfaction aux autorités du pays par rapport à ces performances, ce qui permet de consolider encore une fois l'union et également de continuer dans ce processus d'intégration, comme l'a rappelé Michel le ministre d'État, qui est l'œuvre de père fondateur et que nous devons continuer à bâtir pour le bien-être de nos populations. Avec ces conclusions, le Bénin vient de prouver une fois encore la résilience de son économie, avec une croissance économique en pleine progression, un déficit budgétaire qui décroît et une augmentation des recettes intérieures. Voilà donc pour ce qui est de la rubrique économie ce matin avec Clément Tchadé et Der Mpévi. Allez, vous avez suivi depuis 7 heures à la une des journaux, le bulletin d'information, l'actualité des sports, la page invitée. Maintenant, la rubrique économie. On va marquer la pause maintenant. Coucou mes Marios, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempérie. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer.
Célébrez votre maman avec des prix doux. Cette année, montrez à votre maman à quel point elle est spéciale avec un cadeau qui lui simplifiera la vie au quotidien. Chez Distrimax, nous avons une large sélection d'appareils électroménagers à des prix doux pour que vous puissiez offrir à votre maman le meilleur sans vous ruiner. Du mixeur pour ses délicieux smoothies matinaux au lave-linge pour lui donner plus de temps pour elle-même. Trouvez le cadeau parfait pour votre maman ici. Jusqu'au 31 mai 2024, faites briller les yeux de votre maman cette fête des mères avec des prix doux. Rendez-vous chez Distrimax, Cotonou, Calavi et Porto-Novo. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison Chap. Info 99 18 47 47. Simplifiez la vie de votre maman à des prix que vous adorerez. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Cette année, faites briller maman avec des cadeaux qui lui simplifient la vie au quotidien. Chez nous, trouvez tout ce dont elle a besoin pour sa cuisine et sa maison. Des lave-linges Samsung intelligents pour une lessive sans effort. Des bouilloires pour des matins parfaits. Des robots de cuisine qui lui permettent de préparer des repas délicieux en un clin d'œil. Des réfrigérateurs et congélateurs qui garderont ses aliments au frais et bien plus encore. Et ce n'est pas tout. Profitez de remises exceptionnelles sur une sélection d'électroménagers. Offrez-lui le cadeau qui lui simplifiera la vie et lui montrera à quel point vous l'appréciez. Venez dès aujourd'hui dans votre showroom Néo et Allo de proximité pour découvrir nos offres exclusives pour la fête des mères. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison disponible. Contact vendeur 60 00 66 66. Parce qu'elle mérite ce qu'il y a de mieux. Joyeuse fête, maman. Et voici de retour sur ce plateau pour parler du cas des migrants entrés au bercail volontairement depuis hier. Ils sont 173 aidés par le gouvernement à revenir dans leur pays d'origine. Ils étaient coincés en Tunisie où ils rêvaient justement de passer la mer et de se retrouver en Occident pour une meilleure vie. On va parler un peu de ce qui pourrait suivre ce retour au bercail et comment cela pourrait se passer. William, bonjour. Franck, bonjour. Eric, Eric n'est pas encore là. Ulrich, bonjour. Allez, d'abord, l'action du gouvernement qui décide d'aider ses concitoyens à rentrer chez eux. Des concitoyens partis volontairement de chez eux, qui ont choisi aussi de revenir volontairement chez eux. Franck, réaction? Bonne option? Je suis surpris que vous ayez ajouté volontairement. Parce que quand ça se passe comme ça, le pays, enfin au niveau duquel vous êtes bloqué, lui se trouve dans l'obligation de vous rassembler, de vous rapatrier chez vous. Ouais. Donc ça n'a pas de, il n'y a pas de volonté qui soit possible là. Une fois que vous échouez
dans votre quête de rallier l'Europe ou quelque part dans un autre pays là-bas. En tout cas, vous êtes rapatriés chez vous et c'est ce qui a été fait. Moi, je pense que leur retour, malgré les quelques pertes en vies humaines qu'on pourrait déplorer, moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y en a qui vont en aventure comme ça et qu'on ne retrouve plus jamais. On ne les retrouve plus parce qu'ils sont morts soit dans la mer, soit ils sont en tout cas introuvables dans le monde et même les parents après n'arrivent pas à les repérer. Je pense que nos compatriotes qui sont rentrés, c'est un signal fort à ceux-là qui sont toujours candidats à cette aventure-là pour leur dire, écoutez, lorsque les conditions ne sont pas réunies, il ne faut pas se jeter dans une aventure comme celle-là, qui est une aventure ambiguë, parce que vous ne savez même pas, disons, la trajectoire que vous empruntez. Les gens vous rassurent que tout va se passer bien. La vie est une loterie. Donc, non, voilà. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la vie est une loterie. Il faut construire chaque étape de sa vie. Et lorsqu'on veut construire chaque étape de sa vie, on ne peut pas s'asseoir un matin pour dire, bon, je rassemble deux rayons là dans ma garde-robe et je dis, bon, je m'envole enfin, je m'en vais en aventure, je vais en Europe pour trouver une vie meilleure. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent. C'est vrai qu'il y a des conditions qui vous contraignent à prendre des décisions parfois un peu dures contre vous-même, des décisions qui, à la limite, ne vous arrangent en rien, mais on dit, on va tenter. Et donc, je pense que c'est un signal fort, comme je le disais, pour dire à ceux-là, écoutez, c'est vrai, c'est dur au pays, c'est dur, les conditions de vie ne sont pas agréables, c'est difficile, mais il faut toujours tenter quelque chose ici pour s'en sortir. Non, on a tout tenté, justement, c'est parce qu'on a tout tenté et qu'il n'y a pas vraiment une solution visible et d'espoir qui se décide parfois à partir. Vos collègues universitaires vous diront qu'il y a toujours une solution quelque part. Il y a toujours une solution qu'il faut aller trouver pour essayer de reconstruire sa vie. On a vu des gens qui sont partis de zéro, qui sont partis de nulle part, qui sont partis de rien et qui aujourd'hui sont cités en exemple en matière de créativité, en matière de création d'emplois et d'auto-emploi. Je pense que c'est des exemples qu'il faut suivre au lieu de se jeter dans une aventure où vous êtes candidat certain à une mort. Et je pense que c'est entre les deux. Moi, je préfère rester ici, galérer un peu, trouver le moyen de m'en sortir. William, ils ont été rapatriés. C'est un bon choix, ça? C'est une obligation pour l'État béninois. Vous savez, pour un seul citoyen, un État doit pouvoir mettre les moyens qu'il faut pour sa protection, où qu'il se trouve. Et ne l'oubliez pas, le gouvernement béninois, oui, a eu une volonté, mais avec la très grosse facilité, l'appui très essentiel de l'Organisation internationale de migration. Je crois bien cette agence des Nations Unies, l'OIM, qui est spécialisée sur la question. Donc, les parties se sont comprises et ont convenu d'aider ces Béninois à revenir au pays. C'est une bonne chose. Ici, c'est chez eux. En langue, nous avons des dictons qui nous aident à nous situer par rapport à des situations comme celle-là. C'est-à-dire, on peut se tromper de chemin pour un endroit où on va, mais on peut perdre de vue sa destination, mais on n'oublie jamais. Mais on n'oublie jamais d'où est-ce qu'on est parti. Je crois que c'est ça qu'il y a à l'esprit de ces Béninois qui ont accepté de revenir au pays, qui étaient contraints à la limite à un moment donné, et aussi, surtout à l'État béninois et à l'OIM qui se sont entendus pour faciliter le retour à ces personnes. Mais ce qu'il ne faut pas laisser dire ou faire croire aux gens, c'est que ce sont des gens qui n'avaient plus d'issue. Quelqu'un qui a rassemblé 1 500 000 francs CFA par les temps qui courent au Bénin pour se préparer une aventure. Vous ne savez pas pendant combien de temps, hein? Même si c'est pendant 10 siècles. Si vous y êtes parvenu, vous savez que des Béninois ont vécu 80 ans sans toucher le dixième de ce montant. Des Béninois sur le sol béninois, en périphérie urbaine ou en milieu rural, ont vécu toute leur vie sans toucher 150 000 francs. Donc,
Ne me dites pas que quelqu'un qui a pu réunir, ne serait-ce que par des économies ou je sais pas. Ça me rappelle, c'est une parenthèse, ça me rappelle quand c'était tout nouvellement venu au campus, il y avait parmi nous un jeune qui avait reçu son secours, ça doit faire 132 000. Oui. Il avait tellement peur de rentrer. C'est vrai. Jamais il n'a touché ça. Parce qu'il avait peur d'être braqué. Justement. Et à l'époque, bon, à votre époque, ce n'était pas encore bancarisé. Non, à votre époque, c'était à mai. Voilà. Donc c'était une époque pendant laquelle les chats, chiens, les états-majors de tous les noms, là, ils se permettaient de tabasser des gens, justement derrière la déblessure et dans les encablures. Donc, en fait, il y a des gens qui n'ont jamais touché ça de leur vie. Quand vous y êtes parvenu, quand vous avez pu réunir ça, je ne suis pas de ceux qui pensent que vous êtes les plus disséteux du peuple, du pays. Vous êtes à même de prendre la voie de la Méditerranée. C'est une option, c'est un choix, c'est une aventure. C'est-à-dire, ils se disent c'est un risque qui est assez grand et qui peut payer à la hauteur du risque. Mais ne me dites pas que ce sont des... Quelqu'un qui a échappé à un naufrage en 2013... et qui, en 2024, reprend la route de la Méditerranée. Est-ce que c'était si affreux que ça, cette fameuse aventure en mer? Non, je ne pense pas. Donc, parlons de leur politique de réintégration comme notre sujet l'intitule, mais ne disons pas que ce sont des nécessités. On va en parler tout à l'heure, mais déjà constatons qu'ils sont revenus au bercail. Il faut se demander si c'est une meilleure option, en tout cas, du gouvernement de les faire revenir. En tout cas, le gouvernement n'a pas le choix. Il doit faire revenir ces migrants. Mais est-ce que, quand on sait qu'ils sont têtus, vous l'aviez dit, quelqu'un est parti en 2013, il est reparti en 2024, 2023. Quand on sait qu'ils sont têtus, quand on sait qu'ils sont déterminés parfois, quand on sait qu'ils y mettent tout, ils y jettent tout pour y aller, est-ce que c'est vraiment une bonne option de les faire revenir? Est-ce qu'on les replace pas sur la ligne de départ pour engager à nouveau la course, Ulrich? Votre question me fait un peu sourire, les replacer sur la ligne de départ. Non, il faut simplement dire que déjà, le fait de les ramener au bercail, c'est l'une des options, et du moins l'option la plus idoine qui puisse se présenter à l'État, puisque, qu'on le veuille ou non, ce sont des citoyens béninois, ce sont des compatriotes, et l'État a le devoir de les protéger, si possible même, malgré eux. Donc, le véritable travail à faire là, tout de suite, c'est vrai qu'on les a ramenés, mais c'est maintenant que commence le véritable l'exercice qu'il faut pour pouvoir changer la donne. Il ne suffit pas d'aller les chercher, de les ramener au bercail, comme vous l'avez dit, les replacer sur la ligne de départ pour qu'ils reprennent l'aventure. Non, mais maintenant qu'ils sont au pays, veillez à ce que ces jeunes-là comprennent un peu, travailler autour d'eux. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a un travail psychologique à faire. Des gens qui ont vécu des drames en mer, qu'on le veuille ou non, ils doivent ressentir quelque chose qui soit différent de ce que les autres, ceux qui n'ont pas vécu cette expérience-là, peuvent vivre. L'autre chose encore, quand on les prend aujourd'hui avec leur détermination à toujours prendre le risque d'aller braver leur vie, d'aller braver l'océan, la Méditerranée, pour pouvoir survivre, chercher un lopin de terre, un havre de paix qu'on fait miroiter, alors que même en Occident, il y a des Blancs qui sont là à quémander de l'argent. Il y a beaucoup de mendiants blancs. Et on pense que c'est là-bas qu'il y a il y a de l'or, il y a tout ce qu'il y a de beau et tout ça. Non, il faut que, justement, c'est ce travail-là qui doit être fait maintenant. C'est vrai qu'entre-temps, on ne sentait pas vraiment la sensibilisation à ce niveau. Parce que chaque fois qu'on entendait qu'il y a des embarcations qui ont chaviré en Méditerranée, très souvent, il y avait très peu de Béninois, ou du moins pas du tout. Aujourd'hui, regardez le nombre. C'est-à-dire qu'on estime qu'à un moment donné, que les autres essais, il y a des difficultés, mais certains quand même arrivent à bon port. Il suffit seulement de traverser. Ce sont des gens qui sont dotés d'une détermination farouche et c'est là que tout le travail va se faire au niveau du gouvernement. Il faut les accompagner psychologiquement et moralement. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est de leur faire comprendre que ils sont non seulement un danger pour eux-mêmes, mais un danger pour leur famille. Parce que regardez les familles éplorées, par exemple, aujourd'hui. Peut-être que les familles n'étaient même pas au courant. Et après, on va leur dire simplement, oui, votre fils a tenté l'aventure, voilà, maintenant, on ne peut pas le ramener, tout simplement parce que il a échoué dans la Méditerranée. Donc, c'est bien que le gouvernement ait rapatrié ces Béninois, mais maintenant, il faut les suivre. Non seulement les suivre eux, mais aussi travailler dans la communauté, de sorte à ce que les gens comprennent que
c'est un risque qui ne vaut pas la peine d'être pris. Eric, bonjour. Bonjour. On se demandait si cela valait la peine de les faire revenir. Absolument, c'était un devoir pour l'État, après l'annonce de ce naufrage qui a coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes, d'organiser ce voyage retour pour ceux d'entre eux qui, de façon volontaire, n'est-ce pas, ont manifesté le désir de rentrer au pays. Et je pense que après ce geste de retour qui est fait à l'endroit de nos concitoyens et qui sont en Tunisie, je pense qu'il faut demander aussi à l'État d'organiser des voyages retour de ce genre dans d'autres pays. Le Maroc, où on utilise également pour aller en Espagne, la Libye, que nous connaissons comme étant aujourd'hui aussi un carrefour de ce phénomène. Et donc, un peu partout, l'État peut continuer dans cette logique d'informer les concitoyens qui sont un peu partout dans ces pays. S'ils désirent, bien entendu, rentrer au pays, l'État peut, bien entendu, organiser cela pour qu'ils puissent faire le retour. Et ça, c'est très important parce que vous en avez qui, quand bien même, avec beaucoup de chance, arrivent à rejoindre ces pays, ils se rendent à l'évidence que là-bas non plus n'est pas si beau que ça. Et le retour, ils sont coincés. Nous ne pouvons plus prendre le même risque de l'aller. Ils sont obligés donc de se retrouver coincés dans ces pays. Et parfois, c'est là ils sont obligés de se retrouver dans des activités qui ne sont pas du tout saines au niveau de ce pays. Donc il y a toujours un besoin, si l'État peut continuer dans ce sens, à informer davantage les concitoyens qui sont dans ces pays, qui manifestent le désir de rentrer. Mais là-dessus, nous sommes d'accord, le tout ne suffit pas de faire un rapatriement. C'est bien que ces concitoyens puissent toucher le sol de leurs ancêtres. Nous leur souhaitons la bienvenue. Ils sont à la maison, ils sont chez eux. Ça va être très compliqué pour l'État si jusqu'après la pose de l'avion à l'aéroport et les bus qui vont peut-être se charger de convoyer ces citoyens dans leur famille et que la mission de l'État s'arrêtait là, le risque que d'ici 1 an, 2 ans, que ces mêmes personnes se retrouvent encore dans les mêmes embarcations de fortune pour l'Occident, va se retrouver là. Donc je pense qu'il y a forcément un besoin de continuer dans cette logique par occuper véritablement ces jeunes dans le pays. Qu'est-ce que l'État peut faire? Oui, nous avons, on peut de façon symbolique. D'ici 2-3 ans, cette même personne reprenne les mêmes risques. On peut déjà, de façon symbolique, pour l'effectif qui est rentré, essayer de voir le profil, dans quel genre de secteur on peut les insérer. Nous avons aujourd'hui la GDIZ qui peut employer des manœuvres. Nous avons aujourd'hui beaucoup de chantiers dans le pays. Le gars a un boulot avec cravate. Non, avec une valise et des voitures. Mais quand ils vont en Occident, c'est pas un boulot de cravate qui... Oui, mais là-bas, c'est loin de regarder la famille et des parents qui peuvent se moquer. Quand ils vont en Occident, c'est pas un boulot... C'est pas un boulot de cravate non plus. Quand vous les voyez en Occident, ils sont prêts à tout. Cuisiniers, gardiens, ils sont prêts à tout, véritablement. Donc, je pense que nous avons aujourd'hui beaucoup de chantiers dans le pays. On peut voir avec ces sociétés comment, de façon symbolique, on peut insérer ces jeunes. Il y a la zone de Sémé également. Je pense que les idées ne vont pas manquer, si tant est que l'objectif est de faire en sorte que ces jeunes, d'ici 2 ans, ne reprennent pas les mêmes risques. Non, l'État a un devoir, un grand devoir de pouvoir trouver des solutions aux maux dont souffrent ces jeunes-là, parce qu'ils souffrent effectivement. Ils ont besoin de boulot, ils ont besoin d'emploi, ils ont besoin de subvenir à leurs propres besoins et aux besoins de leur famille. Parce que des jeunes qui se lèvent et qui voient par exemple leurs parents à l'été, qui ont besoin de soins, mais qui sont incapables d'apporter, de leur donner les moyens pour aller se soigner. Il y a de quoi faire passer 1001 idées dans sa petite tête pour se dire, mais où est-ce qu'il faut aller, est-ce qu'il faut voler, est-ce qu'il faut faire ci, et on choisit d'aller en aventure. C'est vrai que c'est une décision, c'est un choix parfois périlleux. Moi, je pense qu'il faut que l'État crée les conditions pour permettre à ces jeunes de pouvoir obtenir l'emploi. Parce que parmi eux, il y en a qui ont des diplômes, qui ont envie d'exercer un métier, mais face à la maigreur des moyens qu'ils ont, ils n'y arrivent pas. Mais le plus important, c'est de pouvoir, eux aussi, explorer toutes les pistes possibles pour créer un emploi. William l'a si bien dit, si vous avez pu réunir, même si c'est au bout de 5 ans, 1 million
500 000 francs. Je pense que même avec 500 000 francs aujourd'hui, vous avez la possibilité de créer un emploi. Le Béninois... Ne parlez pas comme ces coachs qui disent entreprendre à 0 francs. Non, non, moi je ne suis pas... C'est un leurre et un violent mensonge qu'il ne faut pas écouter. Alors, vraie psychologique, oui. Oui, à 0 francs, on ne peut rien entreprendre. Quelqu'un a dit qu'ils sont capables de dire qu'ils ont commencé des commerces d'Atassi avec 3 grains de riz. Oui, c'est possible. Que même depuis le ventre de leur maman, ils ont commencé à négocier des partenariats. À Beaumont-Tic qui vient de loin. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils ont commencé. On n'a aucune preuve de comment ils ont commencé. Il y a toujours un coup de pouce quelque part. Pour la plupart, ces coachs n'ont pas d'entreprise. Ils coachent d'autres à avoir des entreprises. Eux, ils sont dans le coaching. Eux-mêmes, ils n'ont pas d'entreprise. Voilà. Et donc, moi, je pense que Grodjigbe est là. Il y a un hôpital qui est en construction à Boumé-Calavi, dans le secteur... Ah non, il y a des... J'ai vu un communiqué passer où on est en train de recruter des gens. Ce sont des profils. Tu n'avais pas des gens qui désespèrent. Ce sont des profils. Non, parmi ceux-là, il y a des gens qui sont sortis des universités. Si vous fouillez bien, il y en a qui ont des diplômes qui peuvent servir là-bas. C'est que parfois, dans la tête du jeune béninois, on se dit, le boulot qu'on me propose là, c'est un peu avilissant pour moi. Vous pouvez commencer par là et après créer d'autres opportunités ou saisir d'autres opportunités. Donc pour ces jeunes qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont pas d'emploi, c'est de commencer par faire de petites choses. Et ceux qui ont des diplômes, qui veulent un emploi, c'est de commencer par fouiller, de bien s'informer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. Vous voyez sur TikTok, les jeunes, ce qu'ils font, c'est merveilleux. Vous voyez, ils commencent avec 2-3 friperies, mais après, c'est des magasins qu'ils gèrent. C'est possible avec 500 000. Avec 500 000, vous avez des balles de friperie, vous en vendez. Je vois des jeunes devant Canal 3 qui restent debout du matin au soir. Ce n'est pas que ceux-là ne veulent pas aller en Occident, ne veulent pas aller en Espagne, ne veulent pas aller en France ou aux États-Unis, mais ils savent qu'en faisant cela, vous les voyez 2-3 jours. Regardez, prenez le cas des Nigériens qui viennent chez nous, des Ghanéens. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule chose, mais qu'ils soient Ghanéens sur le territoire national. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à cause de la crise qui sévissait au Ghana, ils ont migré vers le Bénin. Ils se sont trouvés ce job-là, ils ciraient nos tapettes, ce que nous-mêmes nous pouvons faire. Nous pouvons acheter des Est-ce que vous pensez que ce discours, on leur a pas tenu ça avant qu'ils prennent la route? C'est pas nouveau ce que vous leur dites là. Lorsque vous leur tenez ce discours-là, ils trouvent que c'est un discours creux. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas en cela. Maintenant, vous reprenez alors qu'ils ont buté contre le porte, ils sont revenus et vous leur reprenez le même discours. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils auront une oreille pour ça? C'est la question. Est-ce que véritablement, ce sont des gens qu'on peut réellement récupérer, ceux-là qui sont rentrés, ceux-là qui ont pris ce risque-là, même si volontairement ils ont choisi de revenir? Alors, avant le riche, ils ont vu mourir leurs concitoyens, ceux avec qui ils ont commencé l'aventure. Oui. Ils ont vu des gens qui sont tombés à l'eau, qui ne savaient pas nager et qui ont péri dans la Méditerranée. Ça, c'est un exemple. Il faut leur dire cela. Lorsque vous n'avez pas véritablement réuni tous les moyens pour accomplir une entreprise, c'est que vous restez chez vous et vous cherchez les moyens. Si 10 ont pris des embarcations de fortune et qu'une seule personne a pu franchir les côtes, je sais pas, italiennes ou espagnoles, des gens sont capables, malgré même avoir vu 9 cadavres, des gens sont capables de trouver que eux, ils pourraient potentiellement être le 10e qui pourrait partir. Ou même, pire, il y en a parmi eux qui pourraient voir 10 périr totalement dans une embarcation de fortune et se dire, si par le passé des gens ont pu partir, même si tous ils sont morts devant moi là, un jour moi je pourrais partir aussi. Et c'est en cela. C'est plus simple, hein? Chacun a son destin. Justement, et voilà, et que ils n'ont pas le même sort, que c'est sûr que Dieu ne leur a pas réservé une mort par noyade en Méditerranée. Vous voyez, moi je pense que plutôt cette détermination doit être utile ailleurs. Parce que Franck évoque par exemple le cas de ceux qui n'ont pas pu prospérer parce qu'ils n'ont pas eu d'emploi ou des questions comme ça. Il y en a peut-être qui reviennent d'une banqueroute,
qui reviennent d'une idée d'entreprise qui a chuté, ou d'un emploi UP perdu, des privilèges conséquents perdus, et qui n'en revenaient pas, ou qui ont envie d'aller vraiment loin des regards. Peut-être à Abidjan, ce n'est pas favorable. Lomé, ça ressemble trop à Cotonou. Au Ghana, à Accra, on parle anglais. Et quand ils analysent, ils font plutôt l'option de changer de cap, l'option de changer carrément, de passer outre-tropique et de se faire... J'avais donné la parole à Ulrich. Oui, pour que Ulrich prenne la parole. En fait, cette détermination, moi je pense que avec l'éducation, l'entourage et le suivi social et psychologique il faut leur remettre cette détermination-là qu'ils ont perdue, au pays, dans d'autres activités ici au pays, de sorte à ce qu'ils puissent l'utiliser pour se faire un nom au pays et ne pas trouver que la solution est forcément outre-Méditerranée. Vous savez, dire tout de suite qu'il faut simplement leur parler pour changer la donne, c'est faux, ça ne marchera pas. C'est pour cela que je parlais de spécialistes en la matière. Vous savez, là où ils sont avec une détermination farouche. Ce sont des jeunes qui n'ont qu'une seule logique, qui ne risquent rien, n'a rien. Et c'est cette logique-là qui reste leur cheval de bataille, leur leitmotiv. Et ils sont campés sur cette position et ils sont déterminés à avoir le résultat. Ce qui veut dire qu'il faut déjà commencer aujourd'hui par déconstruire ce mental-là pour pouvoir les reformater. Et la seconde option aussi, c'est qu'il faut leur faire miroiter beaucoup d'autres choses. Il faut leur faire voir beaucoup de choses, leur faire constater beaucoup d'autres choses. C'est vrai qu'ils ont vu aujourd'hui d'autres collègues ou d'autres amis, des amis à eux, des camarades, des compagnons de route, d'infortune tomber à l'eau. Mais il y a aussi beaucoup d'autres dangers, justement, dans ce schéma-là. Il y a le trafic de marché noir qui est également sur cette voie-là. Vous voyez des gens qui leur font miroiter la traversée en mer, mais derrière tout ça, c'est parfois des crimes. Derrière tout ça, c'est les marchés d'organes. Derrière tout ça, c'est des marchés noirs, de traite humaine. C'est tellement de dangers qu'ils vivent au quotidien, et c'est seulement ceux qui arrivent à peut-être franchir toutes ces barrières qui s'en sortent. Et quand une seule personne s'en sort, c'est ça justement. Il faut déconstruire. Et quand vous prenez des professionnels qui les récupèrent, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement de dire, bon, vous êtes revenus, on va essayer de vous trouver quelque chose, mettez-vous là, on va vous trouver un emploi et tout ça. Non! Il faut les accompagner psychologiquement. Parce que tout va se jouer dans la psychologie. Et en même temps qu'on doit les accompagner, il faut savoir travailler maintenant sur toute la jeunesse béninoise. Parce que, oui, aujourd'hui, le schéma est déjà montré. Le chemin est montré. Et déjà, beaucoup vont se dire, bon, eux, peut-être qu'ils n'ont pas assez de chance, c'est pour ça qu'ils ont échoué. Moi, j'ai une meilleure formule. Quelqu'un m'a proposé une voie plus sûre. Et très souvent, c'est des gens qui se renseignent. Ils ont des contacts qui vont vous dire non, par où les autres ont pris la dernière fois, ce n'était pas la meilleure voie. Et s'ils avaient pris par-ci et ceux-là aussi voudront tenter. Donc je pense que c'est un travail qu'il faut faire maintenant au sein de la jeunesse béninoise. Travailler pas seulement avec ceux qui sont venus, mais avec toute la jeunesse béninoise, leur montrer comment travailler ici au Bénin pour pouvoir aller de l'avant. Il y a sans doute une forme d'obsession pour ces jeunes. L'ailleurs, c'est la meilleure des choses. Et c'est pour ça qu'il faut éviter que ces jeunes retrouvent le cocon familial de sitôt. Je pense que l'État peut trouver un centre où on peut les garder, ne serait-ce que pour quelques jours. Des séances d'échange B2B avec chaque jeune, chaque personne, pouvoir les suivre, les écouter, pour même raconter un peu comment ça s'est passé du pays jusqu'en Tunisie et tout ça, et essayer de voir justement, essayer de voir comment est-ce qu'il faut les orienter, et peut-être c'est à ce moment qu'il faut aussi déconstruire l'expérience du risque, comment ils se sont retrouvés, comment ils se sont retrouvés dans ce genre de situation, et voir comment il faut... pays que des dauphins périssent sur le lac Nokoué, bien qu'ils soient des dieux de l'eau, et pour une raison ou une autre, ils périssent. Et voir ensuite comment il faut les orienter. Mais je pense que quand on cherche quelque chose, que ça soit ici ou ailleurs, et que finalement
on vous offre une deuxième chance, qui est donc le retour au pays, on peut espérer que dans l'esprit de la personne, il y a encore un peu d'espoir qu'on puisse, n'est-ce pas, le récupérer. Parce que le retour n'a pas été rendu obligatoire par l'État. Le communiqué a fait savoir que les citoyens qui se retrouvent dans ce pays et qui désirent de façon volontaire rentrer au pays, eh bien, l'État a mobilisé des vols pour le retour. Donc, la décision qu'eux-mêmes ils ont prise déjà depuis là-bas de rentrer au pays, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont convaincus que là où ils sont, dans une certaine mesure, l'idée de départ n'est pas ce qu'ils ont retrouvé là-bas. Donc, pour eux, il faut revenir et repartir à zéro. Et donc, je pense qu'on peut déjà espérer que ces jeunes, pour avoir déjà pris la décision de rentrer, étaient déjà prêts, étaient déjà convaincus que là-bas, finalement, ils se sont trompés et leur retour au pays est comme une deuxième chance pour pouvoir repartir à zéro. Donc, je pense qu'on peut compter sur ça pour davantage les orienter, n'est-ce pas, sur des activités. Qui leur parle? Je pense que nous avons des services au niveau du ministère des Affaires sociales. Il y a des spécialistes dans la question et il y a des psychologues, il y a des psychologues qui peuvent les accompagner. Non, en fait, non. Oui, les coachs en développement personnel peuvent le faire, mais tout de suite, ils ont besoin de psychologues. Ça, c'est très important parce qu'on doit les écouter. Écouter leur histoire. Qu'est-ce qui les a motivés? Pour pouvoir déconstruire l'idée de quelqu'un, il faut d'abord chercher à savoir. Ils ont tous un point commun, la recherche du bonheur. Mais ils y sont partis de différentes manières. Chacun a son histoire personnelle, ce qui l'a poussé personnellement à y aller. Et c'est en écoutant qu'on peut l'aider à déconstruire ou à reformuler justement son désir. Dans ça, on peut avoir des réponses. Oui, je me suis endetté. Est-ce que exactement. William disait, entreprise, oui, j'ai créé une entreprise. On m'a donné un rang, ça n'a pas marché. Voilà, donc je pense que... Oui, mais face à ce cas, qu'est-ce que l'État fait? Celui qui dit que je me suis endetté et je ne pourrais plus rembourser les 3 millions. Ah d'accord. Sinon moi, je prendrais la route tout de suite parce qu'il y a beaucoup de dettes. Il faut quelqu'un pour m'aider à les rembourser. Non, l'État peut se montrer solidaire. Nous parlons d'une situation assez grave, assez dramatique. Dans ce genre de situation, l'État peut se montrer solidaire, justement. Oui, mais... Si l'État estime que pour la survie de ses concitoyens, allez éviter ces genres d'embarcations et que pour l'effectif qui est rentré, il y en a dont la situation est très critique, l'État peut être regardant dans la vie de ces personnes et essayer de leur redonner une seconde chance. Si l'État le fait, ce n'est pas... L'avantage encore avec ces jeunes-là qui ont été rapatriés, c'est qu'on peut les utiliser pour mieux sensibiliser leurs pairs. Ils sont mieux placés pour dire ce qu'ils ont vécu. Ils sont mieux placés pour expliquer aux jeunes du Bénin, dans différents hameaux, voilà, quand vous tentez telle aventure, voilà ce que vous pouvez vivre. J'ai vu mon collègue tomber à l'eau, nous n'avons pas pu le secourir. Ils peuvent raconter l'histoire avec toute l'émotion qu'il faut pour pouvoir déconstruire ce mental qui vise à coûte que coûte prendre la mer, quels que soient les risques, et dire qu'on veut aller c'est un petit échantillon que vous avez là en face de vous, 173 qui sont revenus. Mais quand vous parlez à 173 là, pendant que vous leur parlez, vous leur dites il ne faut pas voyager. Il y a 173 fois 1000 fois 2000 qui ne vous entendent pas, qui ne sont pas en contact avec vous, qui sont en train de programmer leur départ. On a l'impression que c'est un travail vraiment d'Hercule et d'éternel recommencement à la limite. Est-ce que véritablement on pourra, ma foi, mettre fin à ce phénomène juste en donnant comme exemple ou en mettant comme exemple c'est 173, oui. Franck, oui. Il se tourne plutôt vers moi. C'est moi qui devrais avoir. Bon, je me mets à réclamer. Moi, je pense que c'est, comme vous l'avez dit, c'est un travail de longue haleine. Hein. Il faut le faire, recommencer, il faut toujours le faire. Et Ulrich a donné la bonne formule, c'est d'utiliser ces jeunes-là. L'État peut les récupérer, les mettre peut-être en, je ne sais quoi, en association, et les utiliser pour sensibiliser leurs frères. J'ai lu, William m'a envoyé un article tout à l'heure où l'un des candidats à cette aventure-là a témoigné, il a dit qu'il a vécu des moments très difficiles lors de ce voyage-là. Et lui, par contre, je crois qu'il y a l'organisation, l'OIM, qui veut l'aider maintenant à prospérer, à faire prospérer un peu son commerce, parce que c'est le commerce qu'il faisait avant de se proposer à aller en immigration.
Donc, je pense que, vous voyez, c'est une opportunité qui est venue là. S'il n'avait pas pris peut-être ce risque, il n'aurait pas eu cette opportunité. Donc, quand les gens analysent un peu ça, ils disent, mais moi-même, je peux tenter. Demain, si on voit ce jeune-là de Djougou ou de Parakou, je ne sais d'où, de Cotonou, qui, grâce à l'aide de l'OIM, installe son commerce, on va dire, voilà, c'est parce qu'il a essayé de se jeter à l'eau, il a essayé d'aller en aventure, qu'il a eu cette opportunité. Donc, dans l'un ou l'autre cas, lorsque vous mettez tous ces éléments ensemble, il y a l'envie de tenter quelque chose. Mais je pense qu'il faut toujours domicilier l'esprit de ces jeunes-là. Il faut les ramener au Béca. Oui, il faut domicilier l'esprit. Il faut les faire tourner autour de l'arbre du retour, du non-retour de Ouida ou je sais pas quoi. En fait, l'État ne peut pas imposer à un citoyen de rester au pays ou de voyager. Non. C'est un choix dont le citoyen dispose. Et vous savez, en cette matière, rester dans des normes, justement, les tests, en fait, etc. Non, même si l'État béninois comme dirait quelqu'un, normalement c'est 173 qui étaient venus, puisqu'ils ont violé les tests et qu'ils ont pris, ma foi, des contournements qui ne sont pas autorisés. Normalement, ils devraient atterrir dans un commissariat bien organisé, où des cafés leur seraient suffisamment servis, et ça pourrait aider des gens à comprendre que quand on ne respecte pas les tests avec des chambres climées, n'est-ce pas, de bons cafés, ça aurait donné le bon exemple aussi. Non, mais votre caricature et votre ironie n'arrangent pas le traumatisme de ceux qui sont revenus. Il paraît qu'il faut guérir le mal par le mal. Donc, s'ils sont traumatisés, il faut les traumatiser davantage. Les gens ne seront pas d'accord avec vous. Mais vous savez, en fait, pour moi, tous les 173 ne sont pas volontairement venus pour autant. C'est-à-dire, ce n'est pas volontiers que les gens, tous, ils sont revenus. Ils étaient en Tunisie, un territoire que nous connaissons en matière de xénophobie. Et depuis que Kais Saïed est là, on connaît la politique. Racisme un racisme carrément vis-à-vis des Noirs. Depuis que Kais Saïed est là, on sait la politique qu'il mène contre la race noire. Et on a eu les divers événements récents par rapport aux étudiants noirs, aux commerçants noirs, aux immigrés aussi. Donc, vous savez, ils sont très informés. Là-dessus, ne vous trompez pas. Et pour ça, certains peuvent faire un repli tactique. Revenir au pays, le temps de travailler, à repartir, soit par voie clandestine ou non. Ils ont peut-être violé, et ils n'ont peut-être pas violé les règles du Bénin en partant, mais ils ont essayé de violer les règles ou les lois d'autres États en prenant, les pays de transit aussi en prenant par des voies clandestines. En fait, moi je me dis qu'il faut un juste milieu, un savant dosage. Trop d'attention à leur égard pourrait faire croire à d'autres que désormais pour avoir un peu d'attention, il faut prendre le risque de la Méditerranée. Voilà, et un délaissement aussi pourrait donner lieu à des dépressions. Ils seront debout, mais nous allons les perdre, malgré leur intelligence, malgré la force physique qu'ils ont, ou les légères compétences qu'ils ont pour le moment à mettre au service du Bénin. Moi, je pense que l'État ne peut que faire ce qu'il peut. Vous savez, actuellement, l'Union européenne est aux côtés de l'OIM beaucoup plus pour l'opération en cours. Hein. Ce n'est pas comme si c'est l'État béninois qui prenait le devant. L'État a d'autres chats à fouetter et qu'il fouettait déjà. Justement, ce sont ces chats qui ont empêché l'État de leur donner de l'attention avant que... de les obliger à faire l'immigration clandestine. Voilà. L'État n'a pas pour autant. Il est 8h43. Il faut que je mette fin à cette émission. Oui. En fait, il faut dire une chose. Le Bénin n'a pas vu ça venir. Très souvent, quand il y a ce genre de situation, on dénombre très peu de Béninois. Ce qui fait qu'entre-temps, il n'y avait pas du tout de sensibilisation. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes qui partent. Hein. Oui, beaucoup de jeunes partent, mais de façon légale. Non, de façon légale. Clandestinement, dans une ville, vous savez, la ville, le pays champion où l'on rencontre souvent ça, c'est le Maroc, le pays champion. Et ce n'est pas, on ne dénombre pas souvent les Béninois dans ces cas-là. Les Béninois aiment souvent faire les formalités de façon légale. Et pendant longtemps, les autorités béninoises se sont dit, nous, nos compatriotes, ils sont
assez sérieux, ils ne vont pas se lancer dans ces aventures. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de sensibilisation. Donc, on n'a pas vu le mal venir. Aujourd'hui, que le mal est venu, je pense qu'il faut multiplier les sensibilisations dans presque tous les hameaux, de sorte à ce que les jeunes soient beaucoup plus au fait de la situation. Et les exemples que nous avons aujourd'hui, ceux-là qui sont revenus avec leur traumatisme, avec la situation qu'ils ont vécue, ils peuvent raconter un peu l'aventure. Parce que c'est trop facile de rester de rester à distance et de dire, oui, on va traverser la Méditerranée, on va échouer là-bas. Avec un peu de chance, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, vous allez descendre. Mais au finish, personne ne sait. Ce sont des étapes. Là où il y a les ouragans, là où vous vivez les problèmes les plus sérieux, c'est pendant l'embarcation. Donc il faut que celui qui a vécu le drame de l'embarcation puisse vraiment relater avec l'émotion qu'il faut pour aider ces jeunes à comprendre que c'est vrai qu'il faut prendre des risques, mais il faut toujours prendre des risques mesurés. Il faut être peut-être, il faut se lancer dans des choses, mais il ne faut pas être un casse-cou. Être casse-cou, c'est autre chose. C'est le casse-cou. On va finir. Parce que les jeunes décident de s'émigrer maintenant, vous trouvez tous les mots. Oui, je pense que c'est le phénomène. On peut s'émigrer, mais pas ça fait partie des phénomènes de notre siècle. On ne doit pas, comment on dit, manquer d'initiative. On ne doit pas être fatigué de mener des initiatives à l'endroit des jeunes, notamment dans ces milieux, localités qui sont désignés comme étant les endroits où les jeunes décident le plus d'être candidats au départ. Il faut aller aussi dans ces milieux-là, jouer un rôle sur le terrain. Un code dans une localité où ils vont prendre la route, ils disent je vais sortir. On a réalisé un élément on a réalisé un élément. On a réalisé un élément. Bon, Tanguy sortait. On a réalisé. Non, mais ça va. Le plateau d'Arthur Maté, ça va. Je crois que Jean Boulou à Canal, ça va. Oui, ça va là. Vous pouvez toujours tenter. Tu n'as pas besoin de sortir. Vous pouvez toujours tenter. Allez les gars, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous avez juste derrière moi ce que je ne comprends pas. Et puis la revue de presse. Bonne journée. Ce que je ne comprends pas. Bon, moi j'ai quelques conseils à donner aux jeunes qui font ces pratiques-là. Pour premier conseil, moi je dirais que pour voyager, c'est le mieux, c'est de voyager par des moyens légaux et aussi de remplir les formalités requises pour pouvoir voyager. Donc, aller prendre leur visa, tout ça, et puis respecter la date de leur voyage. Donc, c'est un peu ça. Et ça aussi, ça leur permettra aussi en tout cas comment dirais-je, ils veulent aller faire à l'extérieur là. Parce que aller prendre par les moyens illégaux pour voyager, ça apporte beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques dedans. Ce que je ne comprends pas, nous constatons de nos jours que beaucoup de nos frères et sœurs voyagent de façon clandestine, ce qui n'est pas une bonne chose. À mon avis, je propose à ces frères et sœurs qui aiment cette façon de voyager, de prendre patience surtout et d'aimer le travail, le développement de leur propre pays, se donner et surtout chercher à voyager d'une manière sûre et certaine. Ce que je ne comprends pas, les voyages clandestines en Europe ou bien partout dans le monde n'est pas une bonne chose. Il faut que nos frères et sœurs aiment leur pays et de voyager illégalement, légalement selon les domaines ou bien les voies. Ce que je ne comprends pas, c'est le voyage vers les pays occidentaux sans passer par les transports aériens, voire par les voies légales par exemple. Ceux qui voyagent clandestinement, je vois qu'ils sont
ils se sacrifient leur vie. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Voyager sans papier, aller dans les pays occidentaux sans papier, c'est comme verser de l'eau sur le dos d'un canard. Parce qu'arriver là-bas, si tu n'as pas de travail, tu vas souffrir. Ils vont te traiter comme des esclaves. Et c'est ce que vit la jeunesse d'aujourd'hui. Je pense qu'avant d'aller, de se lancer dans ces genres d'idées, il faut d'abord avoir un objectif. Si c'est soit les études qui t'amènent là-bas, c'est bon. Mais si c'est d'aller travailler, il faut d'abord chercher les papiers dans ton pays. Si tu as les papiers, tout serait facile là-bas pour toi. Ce que je ne comprends pas, pourquoi cet élan massif des Africains, surtout des jeunes, vers l'inconnu. C'est ça que je ne comprends pas, mais on peut aussi comprendre ça, si on fait un effort, parce que nous sommes dans un contexte de désespoir. L'Afrique, quand vous êtes avec les jeunes, il n'y a pas l'espoir d'un avenir meilleur au pays, à tout point de vue. Les services sociaux de base, l'électricité coûte trop cher, un jeune ne peut pas se l'offrir, l'eau potable coûte trop cher, les centres de santé. Mais on dit que la pauvreté, c'est la tueuse la plus cruelle. Les jeunes sont pauvres. En dehors des hommes politiques et un peu l'élite intellectuelle, c'est la pauvreté partout. L'intérêt de la jeunesse, c'est la santé. Trouver un mécanisme pour prendre en charge la santé, pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre l'injustice. Pour que les jeunes disent, ah tiens, il y a quand même l'espoir. Ce pays-là, c'est un pays de justice. Si je travaille bien, je suis brillant, je vais réussir. La bonne partie n'est pas de quitter le pays, mais c'est de se battre. De se faire entendre pour dire aux politiciens de penser à la jeunesse. Ils doivent s'organiser autrement. Ouais. Parce que l'avenir, c'est dans leurs mains. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici la revue de presse. Ça y est, ils sont de retour au bercail. Eux, ce sont les migrants miraculés du naufrage survenus au large des côtes de la Tunisie. La nouvelle est rapportée par plusieurs journaux parus ce matin, dont le Matinal. Après avoir survécu au naufrage du 16 au 17 mai 2024 en Tunisie, les migrants de nationalité béninoise ont exprimé la volonté de revenir au pays. Mardi 28 mai 2024, sur le tarmac de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou, un avion a atterri avec à son bord 173 migrants, dont 28 femmes. Ce retour a été rendu possible grâce à l'initiative conjointe du gouvernement du Bénin et de l'Organisation internationale pour les migrations. Pendant ce temps, la police républicaine multiplie les opérations de démantèlement de ghettos et de réseaux de vente illégale d'intrants agricoles. Les policiers font le ménage à Cotonou. Tous les 13 commissariats de la ville de Cotonou ont fait la descente dans leurs zones respectives pour mettre de l'ordre et sécuriser les paisibles populations. Selon le bilan sur le site de la DGPR, les agents de la police républicaine ont réussi à appréhender 5 individus pour détention, usage et trafic de produits psychotropes. De plus, une quantité significative de ces substances a été saisie. Des faux médicaments et du chanvre indien ont également été arraisonnés. Au surplus, hors de Cotonou, précisément à Guéné, commune de Malanville, un véhicule de marque A26 a été intercepté dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mai, aux environs de minuit 30, par la patrouille des forces de l'ordre. Il transportait des sacs d'engrais en cours d'acheminement hors du pays. La présence de l'AIC et du conducteur, suite à l'inventaire du véhicule, a permis de dénombrer 41 sacs d'engrais maïs NPK SBZ de la campagne 2024-2025 et 7 sacs d'engrais coton NPK SBZ de la même campagne agricole. Une information livrée par Fraternité. Restons dans le même registre
pour évoquer cette opération menée à Nati Tengou et Bukumbe contre les acteurs indélicats du commerce de boissons alcoolisées en sachets plastiques. Les agents de la direction départementale de l'industrie et du commerce de la Takora Donga ont saisi une quantité importante de boissons alcoolisées conditionnées en sachets. Les produits incriminés ont été saisis dans les marchés, les points de vente et les entrepôts soupçonnés de stocker ces boissons prohibées à Nati Tengou et Bukumbe lundi 27 et mardi 28 mai 2024. Les propriétaires des boutiques épinglées sont convoqués à la direction départementale pour la suite de la procédure avec l'accord du procureur de la République. Pour sa part, Nord-Sud Quotidien nous propose une tribune sur le mécanisme de régulation de l'usage des crypto-monnaies au Bénin. Depuis le 20 février dernier, le Bénin, conformément aux directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a franchi une étape importante dans la réglementation de l'activité des crypto-monnaies et consorts. Ainsi, l'activité des prestataires de services d'actifs virtuels est désormais soumise à un agrément ou autorisation préalable. Plus de détails à la page 3 du quotidien. Autre information traitée par les canards ce matin, le forfait de l'attaquant nigérian Victor Osimhen contre le Bénin dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Fer de lance de l'attaque nigériane, Victor Osimhen va manquer le rassemblement de juin. L'avant-centre des Super Eagles ne disputera pas les matchs face à l'Afrique du Sud 7 juin à Ouyo et le Bénin 10 juin à Abidjan dans le cadre respectivement des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il est victime d'une blessure. Mesdames et messieurs, clôturons cette rubrique par des nouvelles de la Criette. Les 4 vérités nous rapportent que dans une affaire de corruption et de harcèlement sexuel à la GDZ, 13 employés sont devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce lundi 27 mai 2024. Les prévenus auraient créé un réseau à la zone industrielle de Godigbe pour prendre de l'argent auprès des femmes qui viennent chercher de l'emploi. Ils leur font croire, selon le journal, qu'il s'agit du seul moyen par lequel elles pourraient trouver du travail sur le site. À la barre, seulement 2 prévenus ont reconnu les faits. Le dossier est renvoyé au 1er juillet 2024. Fin de la revue de presse de ce mercredi 29 mai 2024.